Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Pour partager ensemble pendant ces 2 heures de direct vos témoignages et vos questionnements. Une émission dans laquelle on vous aide à trouver le respect de vous-même. D'ailleurs, vous respectez-vous? Avez-vous de l'estime pour la personne que vous êtes? Question banale en apparence, mais pas si facile de leur donner une réponse limpide. Lorsque les personnes que vous attirez ne vous respectent pas, peut-être que vous devriez envisager que c'est parce que vous ne vous respectez pas non plus. Car trop souvent, nous rejetons cette responsabilité sur les autres. C'est peut-être parce qu'il vous est difficile de vous apprécier à votre juste valeur en cherchant à ce que les autres vous aiment pour vous sentir réalisé et non pas vide. Vous cherchez peut-être dans les relations à vous fuir pour ne pas vous rencontrer, même si consciemment vous cherchez à trouver des personnes qui vous complètent dans votre inconscient. L'amour que vous pensez mériter est très pauvre. Pourtant, si vous ne vous estimez pas, il est impossible que d'autres personnes vous estiment. Comment pouvez-vous trouver ce que vous-même n'êtes pas capable de vous donner? Cessez de vous comparer, de vous autodétruire. Vous êtes authentique, unique et vous méritez le bon. Penser le contraire vous rendra malheureux et vous n'attirerez jamais les personnes qui pourtant apporteraient quelque chose de positif à votre vie. Acceptez-vous et découvrez qui vous êtes avec vos imperfections, vos vulnérabilités qui vous rendent tellement sympathique parce que tellement humain. Soyez donc attentif à votre énergie intérieure, c'est elle qui attire ce que pourtant vous ne voulez pas. Allez, on en parle si vous voulez ce soir de votre énergie intérieure, de celle qui vous permet de vous mettre dans votre axe. Amandine et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr 39 21. On s'y écoute et on s'y répond. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors vous vouliez parler de votre vie sentimentale, c'est ça Sarah? Oui, c'est ça. Oui. Alors, une vie sentimentale qui est semblable au néant, parce que je n'ai jamais connu, j'ai 27 ans déjà, Oui. pour présenter, et je n'ai jamais connu de vie sentimentale réelle, tout du moins comparée à celle de mes frères et sœurs, on va dire ça. Je n'ai jamais vécu en couple et je n'arrive pas à être dans la longévité. Oui. Mais, oui. Et ils ont quel âge vos frères et sœurs qui sont donc en couple manifestement? Alors je suis la 4e, donc oui. La première à 35, la seconde à 33, la troisième doit 30 ou 32, c'est pas précis, mais et puis mon petit frère, qui lui a une vie de couple, et moi je n'ai jamais présenté personne à mes parents, par exemple, contrairement à mes frères et sœurs, et ça me frustre beaucoup. J'ai l'impression que ça vous met la pression surtout. Plus que ça vous frustre. Parce que vous avez quand même pas le même âge. C'est pour ça que je vous demandais quel âge ils avaient, parce que vous comparez à eux. Mais vous me dites ça, vous n'avez que 27 ans. Vous êtes encore très jeune. On devient adulte justement, entre 25-28, l'âge adulte.
Donc bon, vous avez quand même eu voilà des amours de jeunesse, des rencontres. Là, vous me parlez du couple, vous, d'une relation dans la durée qui construit, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vrai, mais en fait, j'ai pas présenté de. Oui, c'est en ça. fait, À la famille. mes frères et sœurs ont présenté très jeunes, tous autant qu'ils soient très jeunes, voilà, des compagnons ou des compagnes. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion. Et ça oui, comme vous avez dit, ça me met la pression parce que j'ai l'impression, mais la pression, enfin, c'est vraiment, j'ai pas eu beaucoup de compagnons jusqu'ici, et limite, pour être honnête, je me suis forcée. Oui. Donc histoire de dire, ce serait bien que j'en trouve un pour faire comme, voilà, pour faire comme. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que dans la famille, vous sentez un peu aussi de leur part cette pression, on vous pose des questions, repas de famille, et toi, alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, il y a de ça dans votre famille ou pas du tout? Oui, j'ai déjà eu, par exemple, ma grande sœur, enfin l'aînée, qui par exemple, m'a déjà dit, alors quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, mais derrière il y avait quand même ma mère qui avait ce geste, qu'elle croyait qu'elle pensait que je ne voyais pas, mais qui disait chut, genre faut pas, parle pas de ça, ça va pas, c'est ça, le sujet. voilà. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Et moi, ça me met très mal à l'aise. Bien sûr. Autant ma sœur aînée qui me pose la question et encore plus ma mère qui met ça dans un sujet tabou, quoi. J'ai l'impression d'être incasable, quoi. Oui, c'est ça. Horrible. C'est ça. Ne parlons pas, surtout, ne la rendons pas triste, comme si elle en fait un problème. Enfin, ils en font tous un problème. Du coup, ça devient le vôtre. Si c'est un problème pour eux, ça en devient à la base, pour vous. ça n'aurait pas été un problème. C'est ce que je comprends. Mais le fait qu'on me pose des questions, etc., ça devient un problème. Mais moi, j'ai pas de problème, voilà. Oui. Après, voilà, ça vient quand ça vient. Vous avez je vais raison, pas faire de montagne. Mais c'est la famille, quoi, qu'elle le veuille ou non, à nous mettre une pression. Oui, c'est le regard qu'ils posent sur vous comme celle qui n'arrive pas à trouver, à être en couple, à faire comme les autres. Et presque, ça va encore plus loin, à être aimé, parce que ça va loin, ce genre de pensée-là, dans votre ressenti. C'est un peu douloureux pour vous quand même. C'est très douloureux. Ouais. Parce qu'en effet, oui, le peu de relations que j'ai eues, je les ai toujours moi-même coupées parce que je sais pas pourquoi, je les sentais pas assez bien pour moi, mais c'est pour faux. La famille, ou pas assez bien à présenter? Est-ce que vous aviez peur du regard de la famille? Est-ce que qu'est-ce qui se passe, Sarah, quand vous croisez la route d'un garçon qui au départ vous plaît? Parce que dans les histoires que vous avez vécues, j'imagine qu'au départ il vous plaisait. Est-ce que très vite la famille s'impose à vous dans votre esprit et vous dites ah non, lui c'est pas possible, je peux pas le présenter aux parents, ou j'entends déjà ce qu'on va me dire? Est-ce que c'est ça qui se passe à ce moment-là? Ou qui s'est passé pour vous? Je pense que malheureusement, c'est plus qu'il ne me convenait pas à moi. Alors je sais pas si après ça a un lien avec la famille, mais premier temps, c'est vraiment je me force, mais pour derrière avoir quelqu'un. Et auprès de ma famille, avoir si vous voulez, pouvoir prendre la parole parce que oui, je connais le sujet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour être justifié à parler. Oui, pour être légitime. Là, c'est comme presque que vous êtes illégitime parce que pas en couple. On dirait que c'est un peu la loi de la famille. Tant qu'on n'est pas en couple, on n'a pas droit au chapitre d'une certaine manière. Oui, parce que quand bien, il peut y avoir aussi des réflexions
je sais pas, moi, oui, tu peux pas savoir parce que t'as pas d'enfant. Enfin, ce genre de réflexion, moi, me mettent hors de moi, hein, personnellement. Oui, parce qu'ils vous mettent à l'écart. C'est pas justifié. Mais ils vous mettent à l'écart. Oui. Oui, mais... Oui, parce que moi, ils me mettent à l'écart, mais de manière générale, je trouve pas que ce soit justifié de prendre position parce qu'on a un enfant, on a raison sur tout, c'est faux. Ouais. Tout ce genre de choses, ça me met... ça me... Oui, je comprends ça. Et quand vous dites que vous êtes un peu forcé à chaque fois, est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'être attiré par quelqu'un? Alors peut-être ça n'a pas abouti, mais est-ce que ça vous arrive d'avoir du désir ou d'avoir un peu un coup de cœur pour quelqu'un que vous rencontrez, ou il y a quelque chose qui se coince à ce moment-là? Alors là, je vais être honnête parce que c'est les livres antennes et personne ne me connaît, mais bizarrement, les coups de cœur ou les états où on est un petit peu, on ne sait plus comment on est, je les ai eus pour des femmes. Alors, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est parce que je les admirais dans un sens où j'aurais aimé être ce qu'elles sont? Ou est-ce que c'est parce que ce sont des femmes et est-ce que je suis attirée par des femmes? Tout ça... Oui, bien sûr. C'est une vraie question pour vous. Oui, c'est ça. Ça tourne en boucle. En roue, quoi. Ouais. Je sais pas, en boucle. Je sais pas comment... Sarah, pour résoudre cette question-là, faites vos expériences, votre expérience à vous. En dehors, parce que là, la famille n'a pas besoin d'avoir accès aux expériences. Vous avez besoin pour vous déterminer, pour que ce soit clair, votre attirance, d'avoir une ou des expériences pour que vous compreniez ce qui se passe pour vous. Parce que là, ce qui est difficile dans ce que vous me racontez, c'est que le contexte familial fait que de toute façon, cette attirance, j'ai l'impression que si c'était le cas, elle serait peut-être difficile à faire admettre à votre famille, j'imagine, vu qu'il y a quand même une image du couple très, très traditionnelle, non? Oui et non. En fait, ce qui est bizarre, c'est que... fait, ce qui est... pour être honnête, je vais être très honnête, c'est que, en fait, j'ai déjà eu une aventure. C'est pas une expérience, une aventure très, très succincte, hein. On va pas dire que c'était... il y a 2 ans. Et j'en avais parlé à ma sœur aînée qui, elle aussi, avait eu... parce que, elle est très ouverte. Donc, avant d'être en couple bien établi, elle avait déjà eu plusieurs expériences, et notamment avec des femmes, et elle m'en avait déjà parlé. Et je lui ai parlé de ça. Et ce qu'elle m'a dit, parce que moi je me posais des questions, je me suis dit peut-être que après c'est pas forcément déterminé. Hein. Moi-même je me dis pas, c'est pas parce que une fois j'ai embrassé quelqu'un, notamment une femme, que je suis lesbienne ou quoi que ce soit. Et elle, sa réponse a été écoute, si t'as pris du plaisir comme ça, c'est que t'es comme ci, c'est que t'es comme ça, très catégorique. Ça m'a pas plu, et puis surtout j'ai senti aussi qu'elle a, comme on dit, lancé la rumeur dans la famille, et j'ai beaucoup regretté de lui avoir dit ça. Je comprends. Parce que je lui fais confiance, et en fait non, quoi. Je lui ai fait confiance parce que je sais qu'elle m'avait dit cette expérience. Moi perso, j'en avais jamais parlé autour parce que elle me l'avait confié. Et je pensais qu'en lui confiant aussi, elle allait avoir le même comportement, et ce que j'ai pas, ce qui en fait c'est pas avéré. Et du coup, maintenant il y a une rumeur. Et du coup, en fait, j'ai l'impression à la fois de pas présenter personne, et en plus de surtout que tout le monde me pense que je ne sais pas ce que je suis. Vous voyez, bien sûr, je sais pas. En fait, c'est un double enfermement, ce dont vous me parlez là, de la part de votre famille. À la fois qui vous renvoie
celle que vous ne savez pas, et puis aussi le fait de ne pas être en couple. Donc vous êtes enfermé à double titre. Alors il y a Janine qui pose deux questions intéressantes, qui dit: est-ce que vous abordez ce sujet de vous-même avec votre famille? Est-ce que vous vous sentez capable de leur expliquer ce que vous ressentez, de leur exposer votre malaise par rapport à la pression que vous ressentez venant d'eux? Non, je ne me sens pas. Oui. Moi, le jour où je me sentirais de leur expliquer, c'est quand je serai avec quelqu'un, en fait. Quelqu'un que j'aime, parce que ça, c'est mon principe aussi. C'est que je me suis toujours dit, c'est que la personne que je présenterai, c'est celle que j'aime réellement, avec qui j'ai. Oui, mais en attendant, oui, mais du coup, si vous vous dites je parlerai ou je m'exprimerai le jour où j'aurai quelqu'un, vous mettez encore plus de pression. Alors que leur dire un jour, où vous trouvez l'occasion de leur dire écoutez, ou à chacun, de dire voilà, moi je ressens un certain malaise et ça ne m'aide pas du tout. Et à moi, ça me pose un problème parce que je sens vos regards, vos pressions, et je voudrais que vous me laissiez un peu tranquille avec ma vie privée, que vous me laissiez le temps, que vous me laissiez le temps de me trouver. Mais là où la pression est dans ma famille, c'est que jamais on ne m'en parle, en fait. Bien sûr, c'est dans le non-dit, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous dénonciez. Dans le pire, Sarah, c'est quand il n'y a pas de dialogue, quand il y a des non-dits. Et souvent dans les familles. Et vous êtes enfermés, leur non-dit vous enferme. Donc pour sortir de ce non-dit, vous devez utiliser votre parole, votre droit à la parole, voire votre devoir de parole, parce qu'il s'agit de vous. Et finalement, ça fait écho à ma petite introduction, il s'agit du respect de vous. Alors, vous ne leur demandez pas, voilà, si ils vous entendent pas, vous verrez bien, mais vous l'aurez dit. Et en disant cette parole-là à votre famille, vous allez vous en libérer, parce que le travail là que vous avez à mener pour vous-même, c'est de vous libérer de cette prison dans laquelle vous vous retrouvez enfermé. Et ça vous appartient. Ce qui vous appartient pas, bien sûr, c'est leurs pensées, leurs croyances qui vous projettent sur vous. Ça, vous pouvez pas avoir accès à ça. Mais vous avez accès à votre liberté d'être, c'est-à-dire de dire, écoutez, voilà ce que je ressens. Et même si vous disent, non, mais tu te fais des idées, ou qui botte en touche, ou qui... C'est pas grave. Vous l'aurez dit, et c'est ça qui comptera. Parce que vous allez voir à quel point ça vous libère de ce silence, en fait. Il faut que vous cassiez ce silence qui est lourd, en fait, pour vous. Mais le souci dans ma famille, c'est même pas... ce silence, c'est une preuve de faiblesse dans ma famille de ne pas présenter quelqu'un. Oui. C'est soit on n'arrive pas à trouver un homme, soit on est lesbienne, voilà, dans mon cas. Bien sûr, Sarah. C'est ça le pire, en fait, pour moi. Oui, mais comme vous êtes forte, vous, de comprendre dans quel système la famille s'est enfermée, vous avez la responsabilité de dénoncer le système. Alors, pas du tout violemment. Dénoncer, c'est dire, c'est énoncer. Dans dénoncer, il y a énoncer. Donc, vous avez... Et vous ferez du bien à tout le monde de dire, écoutez, voilà exactement ce que vous venez de me dire, c'est parfait. Voilà, moi j'ai le sentiment dans cette famille que vous me renvoyez au fait que je ne suis pas en couple ou voire attirée par les femmes. Moi-même, j'en sais rien, laissez-moi un peu tranquille, laissez-moi faire mon chemin. Voilà, je suis peut-être pas tout à fait comme vous, j'ai peut-être pas suivi le chemin des autres, mais je sens que vous me mettez la pression et ça ne m'aide pas du tout. Alors si vous voulez m'aider, si vous voulez faire quelque chose de bien pour moi, laissez-moi cette liberté. Au moins, dites-leur ça. Est-ce que ça, vous le sentez quand je vous le dis, ça vous fait quoi? Ça vous fait peur? Ça fait quoi? Quand vous me le dites, je trouve que c'est une réflexion tout à fait, je dirais, sensée et normale et justifiée. Oui. Maintenant, par rapport à ma famille, j'ai 27 ans. Oui. Voilà. Et j'ai 27 ans. Alors après, il y a peut-être un problème envers moi-même qui n'accepte pas qu'à 27 ans. Et voyant mon petit frère, vous voyez, mon frère... Mon petit frère qui est en couple, qui vient de s'acheter une maison, des trucs comme ça. C'est horrible, quoi. J'ai présenté personne, tout le monde a présenté quelqu'un. Ma sœur aînée, elle en a présenté, mais plein. Ma seconde sœur, elle s'est mariée, elle est divorcée. Enfin, voilà, il y a eu plein de cas, tout ce que vous voulez, mais le cas de présenter personne et d'être à 27 ans,
Enfin, moi, je vais vous dire, quand j'avais 15 ans, quand je voyais mes grandes sœurs, je me disais, moi, je vais être dans le même cas, quoi. Et il y a aussi ce côté où peut-être j'accepte pas d'être dans cette situation. Oui, et oui, vous avez raison. Le nœud du problème, il est là, et que vous n'acceptez pas votre particularité, on va dire, dans la famille, et que du coup, pour eux, c'est presque un boulevard, une autoroute pour vous renvoyer ça. C'est la faille dans laquelle ils s'engouffrent. C'est que, en fait, que eux n'acceptent pas ça chez vous, c'est comme si le fait qu'eux ne l'acceptent pas, ne vous acceptent pas dans votre réalité, vous n'arrivez plus à vous accepter. Et ça vous coupe de cette relation à vous. Parce que comme vous n'avez pas, de fait, un regard porteur et bienveillant, vous n'arrivez plus à vous connecter à vous-même. Et donc, mais votre acceptation, le respect de vous, là, parce qu'il s'agit du respect, là, vous le faites passer par eux. Or, ils passent par vous. C'est-à-dire que dans la proposition que je vous fais de leur parler, vous allez faire quelque chose dans le respect de vous-même. C'est-à-dire qu'en prenant cette parole pour parler de vous, pour vous montrer, pour vous dire par la parole, vous allez créer du respect de leur part envers vous, mais surtout de vous envers vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous comptez, votre parole compte, ce que vous dites compte. Alors après, ils en pensent ce qu'ils veulent, ça vous n'avez pas accès à ce qu'ils en pensent, mais vous allez respecter ce que vous vivez aujourd'hui. Or là, dans le silence, vous ne vous respectez pas du tout parce que c'est eux qui ont la main sur vous, là. Là, vous êtes comme sous emprise. Oui, non, mais vous avez totalement raison. Et le pire, en fait, c'est que ma tante, qui est du côté de mon père, elle, jeune, elle est tombée aveugle, malheureusement. Aveugle partiellement, dans un premier temps, puis totalement par la suite. Et puis, elle n'a pas d'enfant, elle n'a jamais présenté, voilà. Et moi, vous voyez, par exemple, mon père, elle a été très proche de ses parents. Elle rentrait tous les week-ends de ses parents jusqu'à 50 ans. Et mon père m'a comparé à elle. Ah bah. Ouais. Ça m'a pas fait du mal. Ça m'a fait du mal, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Alors, je veux pas que ça me fasse du mal par rapport à ma tante parce que je l'aime beaucoup. Bien sûr. Mais ça m'a fait du mal parce que je me suis dit, mon père, il m'imagine, il m'imagine sans relation, sans rien, et il croit que je vais être aux côtés de lui et de ma mère jusqu'à 50 ans, ce que moi, j'imagine pas. Et ça me fait beaucoup de mal parce que moi, c'est pas parce que je présente personne que, Sarah, votre père... ça m'embête parce que je me force pour eux, quoi. Ça m'embête. Bien sûr, mais vos parents parlent de leur peur à eux et ça leur appartient. Et votre père, quand il vous dit ça, d'abord, imaginez, il décide presque à votre place de votre vie plus tard, ce qui est là encore un enfermement de plus. C'est une prison de plus, encore une fois, c'est une grille de plus qui est rajoutée. Mais surtout, de quoi ils parlent finalement dans votre famille ? De leur peur. Tout d'un coup, c'est pas pareil. Tout d'un coup, ça ressemble pas aux autres. Tout d'un coup, elle fait pas comme tout le monde au même âge, au même moment. Alors, on a peur. On a peur de la différence. C'est presque grégaire comme comportement. Mais vous pouvez leur faire beaucoup de bien à toute la famille en assumant que, pour l'instant, oui, c'est pas tout à fait pareil. Mais en quoi c'est mal, en quoi ça fait de vous une personne non aimable, parce que c'est ça le problème que ça pose. Il y a Jérôme qui dit, je comprends tout à fait le problème de Sarah, moi-même à 28 ans je vis la même chose avec des paroles de la part de la famille qui mettent la pression, qui peuvent blesser. Courage Sarah, vous dit Jérôme. Un autre auditeur vous dit, vos parents ne vous parlent pas de leur vie sentimentale, vous ne leur devez rien. Et puis Sébastien qui dit, être seul c'est pas une tare, c'est un homme de 33 ans qui vous le dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ce serait pas mieux de présenter un homme pour le présenter et donc oui, il a raison, parce que en soi, très sincèrement, quand je vous dis que j'ai rompu les relations que j'avais eues, si vraiment j'étais quelqu'un je pense de faible, parce qu'au final,
J'aurais pu présenter quelqu'un, faire une relation de couple fictive, tout ce qu'on veut. Oui, heureusement. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Ouais, mais alors là, vous avez du courage, Sarah. Là, je peux vous le dire. Oui. Parce qu'effectivement, c'était le risque. Vous avez raison, le risque, il était là. Bravo. Oui. Oui, non, mais moi, j'ai pas envie de ça. Bien sûr. Oui. Enfin, et là encore, qu'importe ce que pensent mes parents par rapport à ça, j'en ai rien à faire. Je ne leur présenterai jamais quelqu'un que je n'aime pas profondément. Enfin, c'est pas possible pour moi. Ce serait malhonnête. C'est plus malhonnête que de... Bien sûr, mais justement, oui. Sarah, comme là, c'est clair pour vous et que vous avez ce courage de vous assumer, d'être dans votre liberté, votre responsabilité, allez jusqu'au bout de ce processus parce que libérez-vous de la prison dans laquelle ils vous mettent. Très bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège pour ressembler, mais vous souffrez quand même de ce qu'on vous renvoie. Il faut absolument que vous puissiez vous montrer tel qu'en vous-même, vous dire, pour créer ce respect de vous. C'est vraiment très important pour vous sentir digne, parce que être aimé, que ce soit, voilà, peu importe, un homme, une femme, pour vous, mais pour être dans l'amour d'un autre ou d'une autre, c'est se sentir digne d'amour. Or là, c'est pas ce que vous vivez. C'est pas ce que cette famille vous permet de vivre pour le moment. Mais ça, vous devez vous le donner, Sarah. Et pour vous le donner, c'est leur dire, mais voilà mon besoin, voilà ce qui compte pour moi. Vous vivez avec eux, vous vivez où? Parce que effectivement, il y a un auditeur qui dit parfois c'est bien de s'éloigner un peu de la famille au moins quelque temps, que Sarah va vivre sa vie, fasse ses choix sans en parler. Ça lui permettra de s'apaiser. Face à cette sérénité, sa famille lâchera prise, dit Marie. Mais vous vivez peut-être encore chez vos parents? Alors, je vis pas chez mes parents, mais j'ai un statut d'étudiante encore. D'accord. Il y a beaucoup de culpabilité aussi qui est mélangée aussi. Enfin, outre ça, il y a de la culpabilité d'avoir été aussi longue dans les études et tout, à leur coûter financièrement. Oui. Le vilain petit canard. Hein. Vous avez un petit côté... vous avez l'impression que vous faites pas comme les autres, quoi. C'est ça. Bah, c'est vilain petit canard, oui, mais vilain petit canard qui aide aussi beaucoup ses parents parce que bon, j'aide beaucoup ma mère, j'aide beaucoup mon père, je suis toujours à leur côté, etc. Ouais. Et au final, j'ai l'impression qu'ils ne me considèrent pas, en fait. J'ai l'impression que je suis... voilà, je fais des ménages, etc. C'est normal, contrairement aux autres. Si je fais ça, c'est normal, contrairement aux autres. Vous voyez, par exemple, quand il y a un de mes frères, une de mes sœurs ou mon frère vient, je prépare leur lit, etc. C'est normal, tout, vous voyez. Ou quand on est au dîner à table, c'est moi qui dois débarrasser. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ouais. Ce genre de choses, moi, me coûte beaucoup parce que, au final, j'ai quand même mon logement à part. Mais je suis quand même celle qui doit débarrasser les autres, etc. Donc il y a une infériorité qui est déterminée, qui me plaît pas. Oui, et pourquoi vous ne changez pas ça dans votre comportement, puisque ça ne vous plaît pas? C'est là, il y a de la liberté à reprendre, Sarah, pour vous. C'est-à-dire parce que là, vous êtes dans quelque chose de très enfermant pour vous, et c'est vrai que leur comportement joue beaucoup, mais vous validez la prison. Or, les autres n'ont de pouvoir sur nous que celui qu'on leur donne, et là, vous leur en donnez beaucoup pour une jeune fille de 27 ans. Donc, il va falloir lâcher un peu. Raison. Ouais, oui. Donc là, à ce moment-là, je comprends bien que vous attendiez considération et remerciements parce que c'est très humain et ce serait juste avec ce que vous faites. Mais dans le cas où ça ne vient pas, on n'agit plus tout à fait de la même façon. Donc dans vos actions, il va falloir agir un peu différemment. Et puis cette considération que vous attendez de leur part, apprenez à vous la donner. À voir tout ce que vous faites de si bien et toutes vos capacités, parce que là vous me parlez de tout ce dont vous êtes capable et c'est essentiel tout ce que vous dites. C'est Bernard qui envoie un message. L'essentiel c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Les remarques des autres ne sont que du bruit. Jouez votre musique.
branchez-vous sur vous, Sarah. C'est vraiment important là, parce que alors Valérie dit peut-être elle en parler à un thérapeute ou une thérapeute, si vous le sentez, ça vous aiderait à démêler, à sortir. Vous avez besoin d'être accompagné vers vous, à être accompagné pour vous contacter vous, pour vous faire confiance. Hein? Donc oui, il y a un autre auditeur qui dit elle serait très lucide dans sa façon d'envisager sa vie amoureuse. Je lui souhaite de parvenir à se libérer de ce poids familial qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Donc il va falloir que là vous fassiez quelque chose pour vous. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est par exemple il y a l'aîné, il y a la seconde, on est enfant en fait. Donc il y a la seconde qui est une de mes sœurs. Et donc dans mes études, c'est plutôt dur. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de dépression jusqu'ici. Mais elle, je lui ai jamais parlé que j'étais en dépression ou quoi que ce soit. Et elle m'a récemment, elle a sa propre entreprise et elle m'a dit, bah écoute, je t'embauche pour l'été là, là. Elle me dit, je vais te former. Tu vas faire, elle va me former pour ce dont l'entreprise, ce dont elle est. En l'occurrence, je veux pas dire ce que c'est, mais bref. Et j'ai à la fois très peur. J'ai très peur parce que parce que c'est encore la famille. C'est une des sœurs avec qui je m'entends le mieux. On est dans la même lignée, vous voyez. Je veux dire, on rit des mêmes choses, on est dans la même pensée aussi. Il y a quelques différences, c'est bien normal, on peut pas être copier-coller, mais... Et vous avez peur de quoi? J'ai peur de la mettre dans une mauvaise situation par rapport à sa société en fait. Par rapport au fait que vous n'êtes pas très en forme, que vous sentez un peu dépressif, c'est ça? Je m'ai accepté, mais il s'avère que ces dernières années, je suis dépressive. Oui. Et vous craignez pour l'entreprise de votre sœur, c'est ça, Sarah? Oui, c'est ça. Ma sœur me dit, moi j'ai confiance en toi, moi je veux que tu travailles pour mon entreprise. Et moi je lui ai répondu, voilà. Et vous lui avez répondu quoi? Moi, elle m'a répondu, moi tu sais... J'ai recruté la semaine dernière un mec, t'es 5 fois plus au-dessus de lui. Je lui ai dit, arrête, tu dis ça parce que c'est ma sœur. Elle m'a dit, ok, si tu veux, j'ai demandé à mon associé. Son associé, en effet, lui a dit, Sarah. écoute... Faites-lui confiance à votre sœur. Elle est chef d'entreprise. Si elle décide que vous avez la capacité de travailler dans son entreprise, elle vous fait pas une fleur. Parce que vous voyez le paradoxe. Mais attendez, d'un côté vous dites je suis pas considérée, et de l'autre là vous avez une de vos sœurs qui vous considère. Donc là vous avez à discerner et à faire la part des choses entre effectivement certains ou certaines qui ne vous considèrent pas et d'autres qui vous considèrent. Alors la difficulté pour vous, c'est que quand on vous considère, du coup vous ne le croyez pas. Vous dites on dit ça pour me faire plaisir, ou on dit ça. Non, voilà. Et parce que vous n'êtes pas habitué, et en même temps, c'est de ce dont vous rêvez. Donc ça, c'est de la ressource positive. Donc attrapez ça parce que ça va vous aider. Et puis surtout, moi, il me semble assez urgent, alors avant cet été, d'aller voir quelqu'un, de consulter un thérapeute ou une thérapeute pour vous aider là à passer un passage qui est un peu difficile. Vous avez besoin d'être un peu accompagné, surtout si vous sentez que vous touchez un peu le fond et que vous vous sentez un peu dépressive. Là, vous avez besoin vraiment d'un accompagnement. D'accord ? Oui, c'est bien. Je compte sur vous alors, Sarah. Oui. Vous allez faire quelque chose pour vous. Ça commence par là. D'accord ? Oui, c'est surtout que ma sœur m'offre l'opportunité aussi de... mais pour que vous soyez en forme pour cet été et pour ce travail,
justement, mettez-vous bien dans l'axe. Parce que sinon, vous allez tourner en boucle dans votre tête en vous disant, alors, le donne, c'est que, etc. Maintenant, vous avez cette perspective-là, et au nom de cette perspective-là, dans cet objectif, vous avez à faire ce travail pour vous-même. D'accord ? D'accord. Bon courage, Sarah. Et vraiment, vraiment, là, il est urgent de prendre soin de vous. Vraiment. D'accord. C'est pour vous. Ouais. Merci à vous, Sarah. Beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Sophie. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Oui. Je suis ravi de vous avoir à l'antenne. Je ne pensais pas que Corentin m'aurait rappelé si vite. J'avais laissé un message hier suite à un témoignage d'une dame qui, je crois, venait des Ardennes et qui était en détresse complète, voilà. Et je voulais vraiment, si elle nous écoute ce soir, lui dire que il y a des solutions pour s'en sortir, parce que j'ai fait une projection, je pense, je sais pas, peut-être transférentielle ou autre, je sais pas. J'ai fait un transfert et je me suis beaucoup retrouvé dans son histoire. Et je voulais tout simplement lui dire que, effectivement, beaucoup d'auditeurs avaient dit que la cure par la parole était la solution. Ça a été la mienne dans mon parcours, parce que, d'une certaine façon, c'est comme ça que je m'en suis sorti. J'avais effectivement à l'époque, même encore un peu aujourd'hui, on va dire, les mêmes difficultés que cette dame, à la fois financières, à la fois vis-à-vis des autres. Je me retrouvais complètement seul. J'étais dans un travail, j'étais cadre dans la fonction publique, j'avais des responsabilités énormes. Et à un moment donné, il y a eu burn-out, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, en parallèle, j'étais suivi par une psychiatre analyste. Et justement, vous parliez avec Sarah tout à l'heure du mot emprise. Et c'est ce mot-là, justement, qui m'a fait péter les plombs. Voilà. Et, c'est-à-dire, quand vous dites qu'il vous... Oui. C'est ce que vous avez vécu. Vous dites que c'est ce mot-là qui vous a fait péter les plombs. Oui. Absolument. C'est vraiment ça. J'étais vraiment sous emprise, puisque j'ai 39 ans, donc je suis également homosexuel. Et je vivais, en fait, depuis 10 ans, donc avec mon ex petit copain de l'époque. Et j'étais, en fait, que dans des relations fusionnelles, à la fois avec ma mère, non pas avec mon père, mais avec ma mère, et que j'avais reproduit tout simplement avec mon petit copain de l'époque. Voilà. Et ma famille, tout simplement, j'étais un peu comme Sarah, le vilain petit canard aussi. On m'avait mis à l'écart, on m'avait mis de côté, tout en tolérant finalement un peu mon homosexualité qui était affichée, puisque je venais avec mon petit ami à l'époque dans ma famille, j'allais dans la sienne, enfin voilà. Et puis finalement, ma famille était devenue mon travail. Sauf que bien évidemment, le monde du travail est assez difficile et cruel, surtout aujourd'hui, je trouve. Voilà. Et donc, il y a eu ensuite de manière successive plusieurs hospitalisations. Voilà. Une première de 1 mois. Ensuite, je suis revenu au travail. Je suis reparti à nouveau 1 mois et demi en hospitalisation, surmédicamenté. Alors, j'avais le grand chelem. J'avais... je ne vais pas faire l'étalage peut-être ici à la libre antenne, mais les neuroleptiques, des anxiolytiques et etc. Jusqu'au jour où, justement, cette fameuse analyste avec qui j'avais commencé à travailler cette emprise qui était source de colère chez moi et qui est encore aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé, c'est plutôt elle qui m'a orienté vers une structure, en fait, où on pratique la thérapie institutionnelle. Voilà. Et c'est en cela que je voudrais pouvoir témoigner auprès de cette dame, je ne sais plus son prénom, qui habitait dans les Ardennes, pour lui dire qu'elle peut, effectivement, il y a des structures qui pratiquent la thérapie institutionnelle où il y a vraiment un travail de fond qui est fait. Et en cela, je voudrais déjà apporter... oui, effectivement, un témoignage, mais d'une certaine façon, dire que la meilleure façon de guérir, que ce soit la dépression ou que ce soit d'autres formes de maladies, effectivement, c'est la parole. Et en cela, il y a une clinique que je connais très très bien. Et voilà, je voulais juste, en fait, tout simplement dire, déjà dans un premier temps, que
si elle nous écoute. Oui, c'était pour Virginie. Oui, pour Virginie qui est passée vendredi soir, en tout début d'émission. Voilà, c'est ça. Qui sortait d'une hospitalisation le vendredi quand elle nous a appelés. C'est ça, voilà, exactement. Et surtout, ne pas tomber dans le vice, comment vous dire, d'une certaine façon, il faut que ce soit une vraie, enfin, à mon sens. Oui, parce qu'en fait, ce que vous avez senti, c'est qu'elle avait du mal à faire confiance à un thérapeute, à être dans la parole. Et elle était plutôt centrée sur l'aspect médicament. Et c'est là où vous réagissez pour dire, non mais attention, en fait, c'est ça. Vous avez arrêté tout traitement médicamenteux en fait? Écoutez, oui, j'ai été hospitalisé donc pendant 2 ans donc dans cette institution. Donc je suis parti de l'Est. Justement, je viens aussi de l'Est de la France. Voilà. Et je suis aujourd'hui dans le Sud. Je suis à Montpellier. Voilà. Et comment vous dire, d'une certaine façon, oui, je me suis sevré complètement de tous les médicaments qui m'étaient prescrits par beaucoup de psy lors de mes différentes hospitalisations. Aujourd'hui, on va dire que j'ai un traitement de fond, mais je l'utilise plus comme une cure, on va dire, de 10 jours dès lors que j'en ai besoin. Voilà. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, je ne suis plus en train de manger des anxiolytiques dès que je dois sortir ou autre. Voilà. Oui, d'accord. Et vous dites que, donc, en fait, c'est par une thérapie particulière. Vous avez parlé de thérapie institutionnelle, c'est ça? Oui, absolument. En fait, je les remercie aussi au passage. Je ne sais pas si certains d'entre eux nous écoutent, mais c'est vraiment, en fait, comment vous dire, un aspect. Alors, c'est pas sectaire, mais c'est mais vous pouvez nous en parler. C'est une communauté où, bien évidemment, il y a des psychiatres, des psychologues, et vous faites une cure de parole. Alors, c'est très intensif. Moi, ça a été mon cas pendant 2 ans. Tous les jours, 1 heure. 1 heure en groupe, une thérapie de groupe. Voilà. On était à peu près une vingtaine tous les jours à se retrouver et à parler de nos propres problèmes. Et bien évidemment, on a été guidés, et c'est en cela que j'ai déménagé. Donc c'est une institution qui est dans le Sud, qui pratique ça, c'est ça? Celle qui pourrait convenir à Virginie, c'est la clinique de Laborde. Elle se situe dans le Val-de-Loire parce que tout simplement, il y a une question d'âge. Je crois que dans cette clinique, ils acceptent les personnes de plus de 40 ans. D'accord, mais les thérapeutes sont de quel type de formation, d'école? Ce sont des analystes, plutôt des cognitivo-comportementalistes? Vous voyez, Non, alors en fait, ce sont plutôt des Freudiens et des Lacaniens. D'accord, qui ont monté en fait donc ces lieux où ils pratiquent du groupe, c'est ça? Absolument. Et c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire... En intensif, C'est très intensif, mais ça, c'est radical, et en même temps, ça peut se conjuguer aussi avec du psychodrame, donc jouer avec des psychodramatismes. Oui, je vois très bien. Voilà, vous voyez, donc du coup, j'ai pu pendant ces 2 années, comment vous dire, faire du théâtre, même faire de la radio. J'ai même été animateur radio pendant 6 mois de façon bénévole. Alors, vous voyez, voilà. Mais j'ai trouvé que cet exercice était extrêmement difficile. Mais cela dit, c'est accompagné aussi par beaucoup d'activités vers l'extérieur. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, alors Christophe, vous en êtes où dans votre vie, dans vos résolutions, maintenant que vous avez traversé tous ces passages initiatiques quasiment? Oui. Alors aujourd'hui, on va dire que je me suis, je me reconstruis en fait lentement mais sûrement. J'ai bien compris que dans ma famille, j'étais quelque part un peu l'enfant désigné. Enfin, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, je ne suis pas psy, mais vous voyez, j'étais l'enfant désigné, j'étais celui qui était la source de problèmes. L'enfant symptôme, comme on dit. L'enfant symptôme, absolument. Et aujourd'hui, j'en suis, d'une certaine façon, j'étais aussi endetté financièrement, et j'avais une dette familiale aussi à porter, donc à laquelle je travaille beaucoup aujourd'hui, sur laquelle je travaille beaucoup. Et c'est vrai que ma difficulté aujourd'hui, elle est la suivante, c'est d'être à l'extérieur. Bon, dans une nouvelle ville, bien évidemment, c'est pas évident du tout, avec des mentalités qui sont extrêmement différentes. Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ensoleillé. Moi, il me fallait du soleil. J'étais dans la grisaille de l'Est, de façon symbolique et de façon métaphorique. Mais en tout cas, aujourd'hui, la difficulté, Sophie, que j'ai, c'est quelque part la peur de l'autre et la réponse
on m'a renvoyé et que je me renvoie aussi, c'est la peur de moi-même. D'accord, voilà. Christophe, ce que je vous propose, on s'interrompt quelques minutes pour les informations de minuit et on se retrouve juste après pour en parler. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous sur Europe 1 au 39 21, une libre antenne dans laquelle on se connecte bien à soi ici, ce qui revient aussi à se connecter au monde, environnement, mais à y prendre conscience de ce qui nous appartient. Amandine et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Foucherose qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Christophe. Vous étiez ensemble à l'antenne et vous nous racontiez votre histoire, le burn-out que vous avez fait en 2014 et puis après tous ces épisodes successifs, à la fois à l'hôpital mais aussi la thérapie courageuse que vous avez suivie intensivement, thérapie par la parole. Et au moment où on s'est interrompu pour les informations, vous me disiez qu'en fait vous êtes encore, en tout cas vous cherchez des réponse à une peur qui vous étreint un peu dès lors que vous êtes confronté à l'extérieur, on va dire avec un grand E, dans la relation aux autres, c'est ça ? Absolument. Oui. En fait, justement, pendant les informations, je pensais, lorsque je travaillais, puisque aujourd'hui, je ne travaille plus, j'ai la chance de ne plus pouvoir travailler pour l'instant, mais lorsque j'étais dans mon activité professionnelle, j'étais singulier dans un collectif. Donc, si vous voulez, j'étais capable d'animer des colloques devant 200, 300 personnes. Et aujourd'hui, et justement, je n'arrivais pas, je pense que j'étais complètement peut-être inconscient à l'époque de tout ce qui se passait, mais je n'ai pas pris conscience justement parce que je n'arrivais pas à mettre de mots sur ce malaise que j'avais à l'intérieur. Et du moment où les mots ont réussi sont apparus, ou sont venus à moi, du coup, les choses se sont complètement inversées. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'affronte quelque part un peu un monde inversé, dans le sens où je me retrouve un peu à Montpellier. Alors bien sûr, j'ai un réseau de quelques amis, mais dès lors que je veux investir une relation, on va dire, un peu plus particulière, où on peut mettre un enjeu amoureux, du coup, je me retrouve dans une forme à la fois de solitude intérieure. Alors après, je vais peut-être pousser le vice en disant que j'ai un langage à la fois je peux avoir un langage de séduction et en même temps très agressif. Et du coup, quand je suis à l'extérieur, juste par exemple, je prends un exemple tout simple, aller faire des courses dans un grand supermarché, du coup, je cours à toute vitesse, je fuis en permanence. Je vais au centre-ville, je fuis en permanence. Vous voulez dire que l'extérieur, vous le ressentez comme une menace désormais, comme si la sécurité se trouve à l'intérieur de vous, mais plus à l'extérieur ? Alors, même pas forcément à l'intérieur de moi, mais non. Que dans mon nouvel appartement, j'ai envie de dire. Là où je suis capable en fait de recevoir l'autre chez moi, mais par exemple d'être reçu chez l'autre, j'ai beaucoup de difficultés. D'accord. Du coup, Et du coup, alors qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous imaginez, parce que ça se passe à cet endroit-là, qui peut vous arriver quand vous êtes justement à l'extérieur de chez vous ? Qu'est-ce que vous représentez ?
quand je suis à l'extérieur, j'ai toujours la peur d'être agressé, puisque quand j'étais enfant, j'étais un enfant battu, voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi d'ailleurs là-dessus pendant ces 2 dernières années. Donc par mon père notamment, j'ai été battu par mon père. Après je me suis aperçu que c'était la violence de la mère. Alors bon, tout ça prend sens au fur et à mesure, mais je me sens constamment agressé, et j'essaye toujours de trouver, dès lors que je suis quelque part, un endroit de sortie possible. Vous voyez, une sorte de porte de secours. Voilà, il faut qu'il y ait une porte de secours pour pouvoir faire en sorte que je puisse être à l'aise avec l'autre ou avec les autres. Ça, c'est encore... Alors, est-ce que vous pensez du coup que effectivement tout ce trajet thérapeutique que vous avez fait en faisant remonter vos souvenirs d'enfance, la violence que vous avez subie, l'agression, donc, c'est inscrit aujourd'hui presque dans votre présent et donc devient quasi possiblement réel. Et ce qui vous empêche en fait, quand vous sortez de chez vous, de laisser se passer dans le passé. On a l'impression qu'il y a eu un trajet de fait, c'est-à-dire que tout est remonté, mais ça s'est mis un peu trop dans le présent. Et ça doit retrouver sa place dans le passé, dans quelque chose qui doit se passer. Oui, d'ailleurs, dans le travail pour ne pas que ça se passe, d'ailleurs. Oui. En fait, si vous voulez, j'ai réussi à métaboliser fait, tous ces problèmes-là. Et d'une certaine façon, je m'empêche de vivre aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je continue ce chemin thérapeutique, je continue les psychodrames. D'accord. Voilà, on est bien d'accord. Mais d'une certaine façon, et c'est en cela que je voulais vraiment avoir aussi votre point de vue, puisque je vous écoute depuis très longtemps, c'était de voir comment je peux trouver quelque part une sorte de paix intérieure, puisque bien évidemment tout ce travail que je continue à faire remue et remonte encore plus à la surface. C'est peut-être ça que j'étais en train de penser en vous écoutant, c'est-à-dire peut-être de changer un petit peu de voix sur le travail sur vous. Vous parlez de métabolisme, je trouve le terme très intéressant. Pourriez en ajouter un autre maintenant qui serait l'étape suivante, c'est l'alchimiste. C'est faire de l'alchimie, c'est transformer le plomb, et ce qui vous plombe d'ailleurs, en or, donc de vous libérer. C'est-à-dire que maintenant, et vous avez raison qu'il s'agit pour le psychisme, c'est un métabolisme à part entière que de revisiter, et on revit bien sûr les souffrances du passé, avec toujours ce moment où cette souffrance arrive dans le réel, qui est le moment le pire de la thérapie, parce qu'on se dit je comprends pas, on fait ça pour aller mieux, mais je vais de plus en plus mal. Mais en fait, voilà, le mécanisme fait qu'à un moment donné, ça apparaît et ça prend toute la place. Et peut-être que vous avez été tellement loin d'une certaine manière dans ce travail, peut-être avec justement le psychodrame qui vous met vraiment au cœur du drame, là pour le coup, quand on joue dans un psychodrame. Est-ce qu'il serait pas temps pour vous de trouver des nouvelles voies pour ne pas jouer et rejouer constamment? Vous voyez, vous l'avez joué, vous l'avez fait, c'est là, donc maintenant la matière est là, et cette matière-là, y a une transformation à mener. Oui, alors je partage totalement votre point de vue, et en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est que ce psychodrame que je fais toutes les semaines, si vous voulez, il y a la journée noire où je sais qu'il va y avoir ce psychodrame, et du coup, c'est comme si à la fois j'en avais besoin, et en même temps peur. Et du coup, il y a encore une autre forme d'emprise qui se joue à travers ce jeu. Et pour répondre à votre question, pour trouver d'autres voies, en fait, la seconde voie que j'ai pu trouver pour essayer de trouver une sorte de paix intérieure, c'est tout simplement la pratique du yoga 2 fois par semaine. Très bonne idée. Excellent. Donc, vous pourriez même faire un peu de méditation, Christophe. Puisque maintenant vous pratiquez le yoga, c'est une des voies vers la méditation. Ce serait vraiment bien pour vous de suivre un groupe de méditation pleine conscience, de mindfulness, qui vous aiderait effectivement à rétablir un espace de paix et de sécurité. Et petit à petit, parce que quand vous dites à la fois j'ai
peur et à la fois je peux pas m'en passer. Si vous avez un profil à être d'une certaine manière facilement fusionnel, facilement addict des choses que vous menez, c'est-à-dire à rentrer corps et âme dans les actions, les choses que vous vivez, commencez à prendre un peu de distance. Et la distance, c'est la méditation pleine conscience vous y aidera pour à remettre les choses à leur place. Oui, et c'est vrai que de conjuguer les deux, ce n'est pas évident parce qu'en fait, je fais des allers-retours en permanence en fait dans ma tête puisque j'ai tendance à ruminer énormément. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'il y a 3 ans. Mais il y a encore ces freins et je ne trouve pas les leviers, vous voyez. Oui, alors et si vous en parliez là où vous faites vos psychodrames avec l'équipe thérapeutique avec laquelle vous menez, est-ce que vous pourriez parler de ça précisément, c'est-à-dire du rapport que vous avez à l'activité et puis de ce moment où vous avez emmené finalement le drame avec vous dans votre vie quotidienne, dans votre réel, et cette apparition du drame dans votre réel qui est là, que vous avez du mal à lâcher. Peut-être que le groupe, est-ce que vous jouez, pourrait vous aider à vous mettre sur cette voie-là, de partager ça dans le groupe. Pour la thérapie de groupe, ça je n'en fais plus, mais par contre dans le psychodrame, dans l'équipe du psychodrame, puisqu'il y a quand même 8 personnes, je fais du psychodrame individuel. Si vous voulez, je leur ai bien expliqué, et ça ils ont extrêmement bien compris, que d'une certaine façon, pour résumer, lorsque je suis en psychodrame, je peux jouer des scènes, sauf que là, à ce moment-là, je me mets à distance alors que je devrais justement lâcher les émotions. Et je n'y arrive pas. Je suis devenue... Vous voyez c'est inversé. Coup, c'est-à-dire que vous emmenez les émotions dans votre quotidien, mais là où vous devriez les mettre, elles ne passent pas à cet endroit-là. Elles ne passent pas par ce canal. Je n'arrive pas à me mettre en colère, je n'arrive pas à pleurer. Enfin, vous voyez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et qu'est-ce que vous dites ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous dit l'équipe à ce moment-là ? L'équipe est très rassurante, c'est vrai qu'elle est très enveloppante, voilà. Peut-être l'option, c'est peut-être que si vous n'arrivez pas à lâcher cet endroit-là, mais que vous l'emmenez en fait dans votre quotidien, dans votre réalité, peut-être que c'est la croyance un peu enracinée quelque part que tout ça vous rend très vivant, que si vous le lâchez, alors est-ce que je vais pas être tout vide ? C'est-à-dire que si je mets toutes ces émotions à l'endroit du psychodrame, alors qu'est-ce qui va me rester après dans ma vie de tous les jours ? Alors sachez, Christophe, que souvent justement quand on fait un long travail sur soi et qu'on lâche effectivement ces émotions auxquelles on tient parce qu'on a l'impression qu'elles nous rendent très vivants, en fait c'est pas qu'on les ressent moins, c'est qu'elles se voient moins, on les exprime, on les extériorise moins. C'est-à-dire que la maturité aidant, le travail sur soi aidant, et qui souvent, on croise la route de gens, on dit oulala, mais ils ont l'air vraiment très équilibrés. On a l'impression que sur eux, les émotions, ça ne veut pas du tout dire qu'ils les ressentent pas, mais ça s'exprime de façon du coup très différente. Donc elles ont besoin d'être lâchées à cet endroit-là pour qu'elles puissent vous laisser en paix. Quand vous allez faire vos courses, par exemple. Mais rassurez-vous, elles ne disparaîtront pas. C'est là le travail de l'alchimiste dont je vous parlais. C'est vraiment là la transformation du plomb en or, c'est que toutes ces émotions bloquées là, qui vous envahissent parce qu'elles prennent tout l'espace quand vous êtes dans votre quotidien, si vous allez les mettre à l'endroit approprié où elles ont le canal par lequel elles ont besoin de passer, alors elles viendront pas toquer à votre porte continuellement dès que vous mettez un pied dehors. Oui. Vous voyez ? Oui, je suis entièrement d'accord. Donc, il y a quelque chose effectivement là à vous autoriser. Puis il y a Richard qui envoie un message en disant c'est vrai que la méditation permet d'apaiser l'esprit, de retrouver la paix intérieure. Il se peut que par cette pratique de la méditation, vous puissiez ouvrir ce canal-là justement, parce que vous allez vous situer ailleurs que dans les ruminations, ailleurs. Et déjà, vous devez le sentir avec le yoga, déjà un peu. Ah oui, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que je pratique le yoga. Et c'est vrai que ça m'apporte, on va dire, il y a un côté psychocorporel, mais différent. Enfin, il y a d'autres émotions, il y a un autre ressenti. Et c'est vrai que tout ça reste bien sûr dans le même cadre, dans le même endroit. Oui. Et en cela, je me dis... aussi, à un moment donné, il va falloir aussi que je quitte d'une certaine façon cet endroit-là pour pouvoir aussi m'assumer quelque part seul, mais avec l'autre et avec les autres.
Et du coup, je crois que cette peur du petit garçon finalement, du petit de grandir, Christophe, là, cette peur de grandir. Voilà, la peur de grandir. Bah, et du coup, je me dis, mais mon Dieu, je suis à l'aube de mes 40 ans, j'ai l'impression que c'est pathétique. Et d'une certaine façon, vous voyez, le chemin est complètement inversé. J'ai l'impression en fait que... Mais c'est peut-être ce petit garçon que vous n'avez pas envie de lâcher, vous avez peur de le quitter. C'est qu'en fait, vous inversez les choses parce que vous avez créé des peurs dans des endroits où vous croyez que vous allez être en perte. Que si vous lâchez quelque chose, vous allez plus jamais rencontrer ce petit garçon que vous aimez tant parce que vous avez appris à l'aimer, en fait. Dans votre trajet thérapeutique, vous avez appris à aimer ce petit garçon à l'intérieur de vous. Bah oui, donc vous l'emmenez toutes les semaines ou tous les je sais pas combien au psychodrame et il est content d'y aller et du coup, il y a quelque chose là que vous ne voulez pas lâcher. Là, ce que vous, sans doute, ne réalisez pas encore, et c'est pour ça que j'essaye de vous y encourager, c'est que vous lâcherez rien du tout, au contraire. C'est vraiment, cette transformation va faire que vous allez bien tout garder, voire tout récupérer en beaucoup plus apaisé pour vous, mais il n'y a pas de perte à la clé. Au contraire, il n'y a que du gain. D'ailleurs, d'ailleurs, ça se met en place aux bons endroits à l'intérieur de vous. D'accord. Et quand vous me parlez de l'alchimiste, moi, ça me fait penser tout simplement au verbe atténuer. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que du coup... Ah non, bah voilà. Non. Ah bah c'est extra, Christophe. Ça y est, vous avez sorti vraiment l'image qui décrit très très bien votre peur, c'est-à-dire atténuer, ça veut dire je vais donc être en perte, il y a quelque chose que j'aime, auquel je tiens encore, et qui va s'affadir, qui va s'atténuer, ça va être, voilà, il y a quelque chose que j'aime que je vais perdre. Non, la transformation du plomb en or, c'est beaucoup mieux. Vous imaginez, on avait du plomb et puis l'alchimiste, ce qui est une pratique très très ancienne, parce qui remonte au Moyen-Âge et qui étaient ces alchimistes et qu'on retrouve dans tous les courants ésotériques, en fait. Et c'est ça, et c'est des chemins de conscience, en fait. C'est ça que propose une part de l'ésotérisme. Donc, vous avez à traverser ça en lâchant cette crainte de la perte. Vous êtes vraiment dans la crainte de la perte. Si j'avance, je vais perdre. Et remarquez d'ailleurs que depuis tout ce travail que vous avez fait, et ça va vous aider à prendre conscience que vous n'avez rien perdu, au contraire. Là, pour l'instant, vous avez gagné. Mais comme ce que vous avez gagné vous est devenu précieux, vous dites, ça, maintenant, je veux plus le perdre. Mais vous ne le perdrez plus, c'est là. Non, mais vous ne le perdrez plus. Voilà. C'est là, c'est de l'acquis complet et total. C'est simplement que cet acquis, aujourd'hui, on va dire, c'est une matière, on va l'appeler le plomb, et que cette matière-là, maintenant, il vous appartient d'en faire quelque chose de très précieux, puisque c'est vous, et ça, c'est très précieux. Oui. Vous pensez que, alors bien sûr, je ne veux pas mettre en concurrence en quelque part ceux qui prennent soin de moi d'un côté et puis votre parole de l'autre, mais votre parole est très importante pour moi, Sophie. Mais comment, la question est un peu, ça ouvre peut-être un autre débat, mais accepter de perdre à nouveau. Moi, on m'a toujours, on m'a enseigné, on va dire d'une certaine façon, si vous perdez, de toute façon, vous devez rejouer. Rejouer, c'est pas grave, rejouer. Attendez, vous ne perdez rien là. Là, vous me dites si je dois perdre. C'est pas de ça dont je vous parle. Je suis pas en train de vous dire que vous allez perdre. Au contraire, je vous dis que vous allez gagner. Que en lâchant quelque chose, vous allez y gagner quelque chose. Voilà. Donc vous ne perdez rien, mais votre croyance est enracinée. Et effectivement, il n'est pas du tout question de mettre en concurrence qui que ce soit et quelle pratique que ce soit, parce que toutes sont riches d'enseignements et elles peuvent coexister, bien sûr. Mais vous pourriez peut-être éventuellement aborder ce qu'on vient de dire avec eux. En tout cas, l'avoir en vous pour vous libérer, parce que là, il y a quelque chose à libérer. Et puis Richard, envoie un autre message sur la méditation en disant ça favorise, c'est vrai, l'ouverture des centres d'énergie du cœur et de l'affectif, favorisant l'amour de soi et des autres. Et ça va vous aider à vous ouvrir, à ne pas rester enfermé. Donc oui, pour la méditation, ça vous pouvez y aller pleinement, Christophe. Et renseignez-vous. Très bien, en complément du yoga. Oui, merci de votre confiance. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup, Sophie. Toutes vos confidences à Sophie Peeters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Sophie.
Merci. Oui, c'est un petit peu ce que je disais à Corentin, c'est un petit peu difficile. Mais oui, bon, vous êtes ému. Oui, il m'a dit Corentin que vous étiez ému ce soir. Oui, parce que je vais essayer d'être claire, Sophie, mais je suis pas sûre d'être claire. Je vais vous y aider. Oui, merci. Puis merci à Corentin aussi d'avoir été si gentil avec moi. Il est vraiment charmant. Alors oui, depuis quelques jours, je me reçois tout un paquet de choses et je me pose des questions et j'aimerais bien avoir votre éclairage, Sophie. Je ne sais pas par quoi commencer. D'abord, parce qu'il vous vient. Oui, ce week-end, je vous avais eu 2 ou 3 fois déjà et j'avais pris un pseudonyme. Oui. Par rapport, je sais, il y a des gens qui peuvent écouter et qui peuvent me reconnaître, mais là, tant pis, j'ai donné mon prénom parce que je me dis, après tout, là où j'en suis rendue, quelquefois, je démissionne, quoi. Et là, j'étais allée sur un site en 2014, je m'étais inscrite pendant 1 mois, et puis j'avais eu un contact avec quelqu'un de la région parisienne, et ça avait été très compliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour se voir. Au dernier moment, la veille pour le lendemain, il se désistait, il y avait toujours quelque chose. Et puis, il se trouve que c'est une personne qui a vécu beaucoup de deuil. Et je lui avais dit, votre corps va somatiser. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, il a fait un dérèglement hormonal. Donc, c'était en 2015, on s'était rencontrés une fois, là où j'habite. Et puis moi, j'avais pas eu de déclic. Et puis lui, apparemment, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit, il en avait eu un. Et là, pour une fois, on devait se rencontrer. Il avait prévu qu'on se rencontre ce week-end. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, il se trouve que je fais partie d'une chorale. Et normalement, j'avais un concert. Mais comme, si vous voulez, je ne m'engage plus nulle part, j'y serais même pas allée. Mais comme j'avais peur, si vous voulez, de le décevoir, de n'être plus à la hauteur, je me suis dit, j'ai peut-être plus lui plaire, comme je pense que je ne plais plus. Parce que là, j'avais rencontré quelqu'un d'autre il y a 3 semaines, 1 mois à peine, mais sur un autre site. Et puis, le courant n'est pas du tout passé. Et je me suis dit, c'est foutu, je peux plus plaire. Je me suis complètement décatie, je suis moche. Mais attendez, lui, il vous a plu ? Vous dites le courant il est passé. La première fois, vous voulez dire de cet homme. Oui, est-ce que vous parlez de est-ce que je plais aux autres, mais est-ce que les autres vous plaisent à vous ? L'homme que j'ai rencontré il y a 1 mois, non, pas vraiment, non. Bon, mais c'est vrai que j'ai besoin de savoir. C'est superficiel ce que je dis, non, que pas je du plais, tout. mais plaire, il y a comment dirais-je, être rassuré. Vous avez besoin de savoir si vous êtes digne d'être aimé. C'est ça. Oui, oui. Mais oui. Et là, si vous voulez, j'ai fui. Alors, et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé un mail en lui disant, j'ai omis de vous dire, non, mais c'est complètement, absurde ce que j'ai marqué. J'ai omis de vous dire que j'avais une répétition de chant, ce qui n'est pas vrai en soi. C'est pas vrai, parce que j'y serais pas allée, même s'il y en avait une effectivement, mais j'y serais pas allée parce que je voulais pas aller à ce concert. Et il me dit. Donc du coup, lui, il avait prévu de me faire la surprise d'arriver vendredi soir, ce qui n'était pas du tout prévu, et j'ai paniqué, quoi. J'ai paniqué, et je me suis dit, mais mince, je vais, oh là là, je vais, mais je ne plais plus. Vous aviez plus envie de le voir. Si vous avez dit que vous aviez une chorale, un empêchement, c'est que vous aviez plus envie de le voir. C'est que je crois que j'étais surtout bloquée par cette peur de ne plus lui plaire. Donc vous préfériez ne pas le voir. Oui. Oui, mais tout est comme ça en ce moment. Donc vous voulez dire que vous vous mettez en échec, toute seule. Parce que finalement vous aviez envie de le voir, vous trouvez une excuse, et maintenant vous dites mais j'ai peur de pas lui. C'est parce que j'ai eu peur de pas lui plaire, mais maintenant j'ai encore plus peur, quoi. J'ai toujours eu cette peur depuis quelque temps, ça me quitte plus, parce que en fait, je crois que le fait que je sois en recherche d'emploi en plus accentue le fait que je vous l'avais déjà dit, je suis déstructurée et donc je n'engage plus rien dans ma vie. Et il se trouve que la veille au soir,
j'étais allée dans un groupe où il y a une personne à la fin qui est venue me trouver parce que je vais à des rencontres où d'ailleurs les dernières fois ça s'est pas passé très très bien, notamment avec un des membres. J'ai eu une altercation et ça se passe pas dans le lieu où j'habite, il faut que je fasse 80 km pour y aller. Et la personne est venue vers moi et tout sourire, donc je me suis dit oh ben ça va, il paraît sympa. Et puis en fait, il y a eu un quiproquo par rapport à un coup de fil, qu'il attendait un coup de fil de ma part, alors que je suis sûre qu'il m'avait dit que ce serait lui qui m'appellerait. Il m'a dit mais c'est toi le problème, etc. Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu pervers entre guillemets, sans jugement de ma part, hein, un petit peu pervers. Donc il m'a humiliée devant tout le monde. Et je me suis dit c'est pas possible quoi. Je suis le bouc émissaire. Le lendemain, cet homme, ça continue. Là, ce soir, attendez, c'est que ça continue. Ce soir, je veux envoyer un mail à un vieil ami, je me trompe, parce qu'en fait, ma mère, j'ai perdu mon père l'an dernier, et ma mère se retrouve toute seule, et je me fais beaucoup de soucis pour elle. J'ai très peur de la mort de ma mère. Vous voyez, tout s'enchaîne, quoi. Mm-hmm. Et là, elle allait... ma mère est catholique pratiquante, et elle allait dans une abbaye ce soir à des Vêpres. Et comme c'est pas très loin de chez elle, mais c'est pas tout près non plus, je me faisais du souci et je retrouvais mon angoisse d'enfant. C'est dingue, hein. Et je l'ai appelée pour savoir si elle était bien arrivée, mais elle me dit Pascal, mais qu'est-ce que t'as ? C'est pas possible. Et là, j'en ai pris plein mon paquet. Et donc, j'ai voulu écrire à ce vieil ami avec lequel je suis en correspondance qu'elle n'était pas facile, ce qui est vrai, ma mère. Et en fait, en plus, c'est vrai que j'ai un logiciel qui patine, qui dysfonctionne, et au lieu de l'envoyer à cet ami, je l'ai envoyé à ma mère. Et donc, j'écrivais qu'elle était très... ça s'appelle un acte manqué. Oui, je sais, je sais bien. Et puis, oui, mais c'est pas la première fois que je fais ça. Ça fait au moins la troisième fois que j'envoie. Oui. Alors... Pascal, qu'est-ce que vous faites pour vous-même là ? Parce que vous êtes très très sous stress, vous le savez. Du coup, vous multipliez des actes manqués, des adresses au mauvais endroit. Vous vous adressez d'ailleurs pas aux bonnes personnes pour vous-même, parce que vous-même semblez ne plus arriver à vous adresser à vous-même. Qu'est-ce qui se passe dans la connexion avec vous là ? Je suis plus connectée avec moi-même. Ouais. Ouais. Je suis complètement en panique là, mais en panique totale. Oui, mais je veux dire, les gens doivent sentir mon hypersensibilité. J'ai l'impression. Non, les gens ne sentent pas votre hypersensibilité. Pascal, vous essayez d'interpréter en disant alors du coup je fais quelque chose. Vous êtes dans une telle confusion à l'intérieur de vous, vous pouvez même pas d'ailleurs interpréter ce que les autres vous renvoient, parce que comme vous-même vous êtes dans la confusion, ça ne crée que de la confusion. C'est de la confusion qui crée plus de confusion. Les autres vous renvoient à votre propre confusion, ce qui pour vous est très déroutant d'ailleurs. Mais oui, mais en plus pour arranger les choses entre guillemets, c'est ironique ce que je dis, c'est que j'ai mon ex ami avec lequel je suis toujours en lien, et ce soir il a appelé une de ses cousines qui avait coupé avec nous du temps où on était ensemble, parce que son père est décédé. Donc il l'a appelé, et puis cette cousine lui a dit moi j'avais coupé avec vous parce que j'en avais marre de vos histoires, de vos conflits, ça dégénérait sur notre couple, sur mon couple, et il lui a dit mais de toute façon Pascal elle est immariable, tout ça parce qu'à l'époque, pour arranger le tout, comme j'étais mal avec lui à un moment donné, je faisais de l'anorexie réactionnelle, si vous voulez. Et donc, lui, étant catholique pratiquant, s'était renseigné auprès de l'officialité catholique, parce qu'avant, il a annulé un mariage qu'il avait avec quelqu'un, et donc il a demandé pour moi, et l'officialité catholique lui a dit que c'était nul. C'était, je veux dire, le fait que quelqu'un ait des moments d'anorexie, c'était entaché de nullité pour un mariage. Donc il m'a ressorti ça ce soir. Mais pourquoi j'étais immariable. Donc en fait, comme je me mets ça, je me suis engrammé ça. Attendez Pascal, pourquoi il vous ressort ça ce soir ? Qu'est-ce que ça vient faire là, d'après vous ? C'est quoi son intérêt ? Oui, c'est quoi son intérêt ?
Vous pensez qu'est-ce que ça vient faire là, maintenant ? Oui, parce que vous dites à chaque fois pour arranger, enfin, de façon presque cynique d'ailleurs, ironique et cynique. C'est-à-dire que oui, Pascal, pour sortir de la confusion là, dans laquelle vous êtes, c'est redonner du sens là à tout ce que vous enchaînez, qui sont un peu plus de la même chose, où ça donne le sentiment que vous attirez très inconsciemment d'ailleurs tout ce que vous redoutez et tout ce que vous ne voulez pas. Ben oui, mais justement, j'ai peur de mon inconscient, parce que mon inconscient me fait aller vers des personnes qui sont pas bonnes pour moi. Oui, certes, Pascal, mais c'est pas votre inconscient, c'est votre psychologique, c'est votre moi, c'est pas votre soi, mais c'est surtout que alors que vous commencez là, alors donc à avoir un début de conscience qu'effectivement vous n'allez pas vers les bonnes personnes, c'est parce que vous n'allez tout simplement pas vers vous-même. Parce que la réponse, elle est à l'intérieur. Et que si vous cherchez à l'extérieur de vous, que les autres vous donnent ce que vous n'avez pas et ce que vous ne trouvez pas, ça ne marchera jamais. Vous allez trouver soit porte close, soit des gens qui vous renvoient à tous vos démons. Oui, mais comment me connecter à moi-même ? Et en plus, j'ai l'impression mais quand même d'avoir est-ce que vous avez fait un travail sur vous, Pascal ? Vous voyez quelqu'un ? Vous faites quoi pour vous ? Je voyais à un moment donné une psychanalyste, mais bon, c'est très difficile parce qu'elle a un programme très chargé. Bon, il y a peut-être quelqu'un d'autre alors, dans l'endroit où vous résidez. Oui, il n'y a pas grand monde. Ouais, vous êtes sûr ? Vous avez vraiment cherché ? Non mais là, Pascal, là où vous en êtes dans la confusion dans laquelle je vous entends et vous êtes pour vous-même, et ça doit être très difficile pour vous de vivre cet état-là, parce que imaginez, vous me faites penser à quelqu'un qui ricoche, vous voyez, c'est comme si votre être se trouve confronté aux autres à l'extérieur et passe son temps à ricocher contre, finalement contre des murs, contre des portes, et vous vous blessez à chaque fois. Oui, et à chaque fois vous vous blessez. Donc, peur. Oui, bien sûr que ça fait peur, oui. Non, c'est pas ça surtout. Ce qui me fait peur, c'est que c'est engrammé en moi, notamment l'échec, mais aussi que je peux plus plaire, que je suis immariable. Effectivement, il me le ressort. Oui, Pascal, ce qui est engrammé en vous, c'est ce que vous décidez d'engrammer, tout simplement. Donc, il n'y a pas de fatalité. Hein. Vous dites, c'est engrammé en moi. Il n'y a rien qui est. Bien sûr que, il y a rien. Il y a toutes nos histoires qui sont engrammées en nous. Ce qui est très certain, c'est surtout nos croyances. Là, c'est pas une histoire dont vous me parlez. Ce sont des croyances que vous avez fabriquées. Bon, vous les avez sûrement fabriquées. Que j'ai entendu de mes parents, enfin de mon père notamment. Mais aujourd'hui, vous avez. Que l'autre se marierait jamais. Enfin, oui, mais vous avez 49 ans. Vous êtes une grande aujourd'hui. Ok, votre papa disait ça. Mais vous avez tout à fait le droit à votre vie, hein ? Ou alors vous obéissez encore à la parole de votre père. Non, mais je vois bien que à chaque fois, et là, pour une fois que cet homme se déplaçait, c'est moi qui fuis. Donc c'est pas normal, quoi. Il n'y a pas une histoire de pas normal, il y a à prendre conscience que vous êtes effectivement en panique et que vous avez peur. Donc qu'est-ce que vous allez décider de faire de cette peur ? Parce que soit vous pouvez vous lamenter tout le reste de vos jours d'être dans cette peur, qui est bien réelle, hein, soit vous dites, oui, je constate que je panique et je vais aller un peu regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette peur, qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce que j'en fais, à quoi elle me sert, pourquoi elle est là, qu'est-ce que je n'écoute pas. Voilà, c'est ça l'invitation là que vous tend la vie. Alors attrapez-la. C'est foutu. Mais il n'y a jamais rien de foutu. Je ne rencontrerai plus personne. Pascal, un être humain, c'est tellement riche, immense, et personne d'entre nous d'ailleurs ne fait jamais le tour de soi-même en toute une vie. Vous imaginez que là, pour le coup, rien n'est jamais foutu. Ça n'existe pas, ça. Sur le plan de l'être. Non. Mais vous pouvez décider, vous, que c'est foutu. Ça, oui. Ça, vous en avez la possibilité. Si vous le décidez. Non, mais vous voyez, quand j'ai pas rencontré cet homme, que j'ai fui, il y a une voix en moi qui m'a dit, tu vas rester vieille fille. Voilà. C'est une croyance. Ça, c'est une croyance. Et l'autre qui me sort ce soir
t'es immariable, tout ça, parce que je l'ai dit Pascal, à Corinne en plus. Pascal, qui vous décidez de croire ? Vous décidez de croire cet ancien compagnon qui vous a appelé ce soir ? Vous prenez la décision, c'est vous qui vous connaissez. Donc si vous n'avez pas envie de ça, vous décidez que vous n'allez pas y croire. Oui, mais alors, du coup, j'étais un peu sur la défensive. Je lui ai dit, mais écoute, tu ne crois pas en l'évolution de la personne ? Tu ne crois pas que la personne peut évoluer autrement ? Et il m'a dit, mais écoute, je contrôlerai ton poids. Si tu revenais avec moi, ce serait pareil. Et ben voilà. C'était reparti comme en l'an 40. La question, c'est qu'est-ce que vous allez décider pour vous, Pascal, là ? Il faut que je recommence un travail intérieur. Oui. Recommencer ou commencer tout bonnement ? J'en ai fait déjà un peu. J'ai fait un peu de travail sur moi-même, de travail intérieur. C'est pas trop de travail intérieur, Pascal, c'est juste une rencontre. C'est aller à votre rencontre. Mais j'appréhende parce que je me dis, mais combien d'années encore comme ça à travailler sur moi-même et que j'y arrive pas. Oui, d'accord. Donc vous êtes un peu découragé, j'entends. C'est vrai que finalement ce mot travail, en vous entendant, Pascal, je me dis ah oui, c'est vrai, j'avais peut-être jamais pensé que ce mot travail, effectivement, on peut faire un peu peur. On se dit oulala, va falloir que je m'y colle, un peu comme un travail à faire. D'ailleurs, demain c'est lundi, donc comme un travail à faire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vous souffrez. Vous êtes un peu perdu, vous ricochez un peu dans tous les sens, vous êtes encombré de toutes ces croyances négatives sur vous. Oui, mais Pascal, mais bien sûr, mais la vie ne nous fait pas de cadeaux dans ces cas-là. Du coup, elle vous en fait pas. Quand on est comme ça parti là dans cette énergie négative où tout est contre nous, où il y a des orages partout et le ciel est plombé, la vie nous fait pas de cadeaux. Elle va mettre ça sur votre route. Donc, la décision que vous avez à prendre, c'est de dire moi, j'ai envie vraiment que ma vie ressemble à autre chose que à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc, ce à quoi je vais m'atteler, c'est à me rencontrer, parce qu'à l'intérieur de Pascal, il y a une Pascal, un être lumineux qui aimerait bien voir un peu le bout du tunnel et que faut voir un peu où est la sortie. Donc voilà, c'est cette lumière-là vers laquelle vous devez aller. Et tous ces enfermements, toutes ces noirceurs, vous dites tiens, peut-être qu'il est temps d'aller voir ce qui se passe parce que vous dans voyez, la lumière. J'avais appelé la psychanalyste que je voyais là il y a l'autre jour et elle m'a dit mais c'est parce que les gens voient aussi votre sensibilité, voilà ce qu'elle m'a dit et j'étais d'accord avec elle. Ils la sentent donc c'est là que je lui ai dit quelque part je sais pas s'ils en profitent consciemment mais en tout cas j'en prends plein de tous les côtés. En plus ma mère ce soir qui me dit au moins comme ça je saurais ce que tu penses de moi, mais c'était pas du tout mon but quoi, c'était pas mon but apparent. Voilà. Oui. Vous aviez besoin d'être mais vous aviez besoin d'être réconforté. Bon, c'est tombé au mauvais endroit. C'est juste un signe de confusion pour vous, de dire voilà, il faut que je trouve un moyen pour aller mieux. Voilà. Donc à vous de le trouver, mais le moyen ne se trouve en tout cas pas à l'extérieur et pas chez les autres. Mais peut-être, et sûrement même, auprès de quelqu'un qui peut, avec énormément de bienveillance, vous écouter, vous accompagner et puis remettre un peu d'ordre à l'intérieur de vous. Ce sera ça déjà, la première chose à faire. Ouais, il y a du boulot. Mais mais non, ça peut aller, Pascal. Pascal, ne vous découragez pas. Vous pouvez. Oui, j'entends ça, mais quelquefois, il suffit de quelques séances pour tout d'un coup voir cette petite étincelle qui s'éclaire et sortir d'un cabinet en se disant ah voilà, je me sens soulagée. Ne serait-ce que de déposer un petit peu tout ce qui vous agite. De toute façon, là, quel choix vous avez ? Gardez tout ça à l'intérieur de vous. Et puis continuer à envoyer les mails au mauvais endroit, à ne pas faire les rencontres que vous souhaitez, à paniquer pour la moindre chose, à tout emmêler, c'est ça ? Ou alors, l'autre choix, c'est oui, je vais confier ça à un ou une professionnelle qui va m'aider à démêler tout ça. C'est ça, c'est juste ça. Et ça peut aller assez vite, Pascal.
Donc, quelquefois, on se fait une montagne. Elle avait l'air de me dire qu'il y avait quand même du boulot du boulot pour moi. Et en plus, est-ce que vous croyez que je dois dire à cet homme que j'ai eu peur de allez-y. De le rencontrer, quoi. Enfin, peur de n'être pas à la hauteur. Et pourquoi de le décevoir. Oui. En fait. Et vous en pensez quoi de ça? J'ai failli lui écrire ça, mais avant, je m'étais dit, il faudrait que j'ai Sophie pour lui demander son avis. Et Pascal, je sais tout pas ce comment qui il va réagir. Mais c'est pas grave, ce qui compte là pour le coup, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous paraît juste pour vous? Est-ce que votre intention c'est je le fais parce que je veux rattraper quelque chose et me disculper, et mon intention c'est la réaction de l'autre, ou mon intention juste et authentique c'est parce qu'il me semble que c'est ce que je dois faire? Parce que la situation me dit que c'est ce qu'il y a de plus juste à faire. D'après vous, c'est quoi la réponse? Pour être en accord avec moi-même, oui, mais en même temps, mais maintenant, c'est fini, quoi. Il m'a même dit, on est trop loin l'un de l'autre, et plus la distance, ça n'arrange pas les choses. Donc, il m'a fait comprendre que c'était plus la peine que... Bon, il avait fait l'effort là de venir. Alors si c'était d'accord, Pascal. Alors si de toute façon il vous a fait comprendre que à partir de maintenant c'est plus la peine, mais vous pouvez aussi au lieu de laisser ce cours que vous vous êtes donné un peu comme une blessure pour laisser ça ouvert, vous pouvez cicatriser ça de façon un peu plus jolie en disant oui, je comprends qu'on est loin, je comprends, mais sachez que tout ça est un peu bête. Aujourd'hui, je me sens pas toujours très bien. J'ai eu surtout très très peur et j'ai été très bête. Mais bon, voilà, vous pouvez si vous estimez que ça va vous faire du bien. Encore une fois, Pascal, là, ce qui compte, c'est que ce soit juste par rapport à vous, parce que c'est pas de tenter. Si votre objectif c'est de tenter de rattraper l'autre et de relancer quelque chose, alors ça, vous n'en savez rien. Sinon, vous faites les questions et les réponses. Il faut laisser à l'autre sa liberté. Ça relancera pas. Oui, ça relancera pas là. Et c'est sûr il avait réservé l'hôtel et bon, là il a eu un peu amer. Je comprends. Donc vous avez besoin de vous excuser, c'est ce que je comprends. Vous voudriez qu'il vous pardonne parce que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose là, c'est ça? Disons que je suis tout le temps dans la fuite maintenant. C'est ça que j'ai du mal à assumer. Est-ce que vous pensez que vis-à-vis de cet homme... Je suis en lutte. Oui, avec moi-même. J'ai bien compris. Mais est-ce que vous pensez que vis-à-vis de cet homme, c'est important de lui dire la vérité qui peut aussi le blesser? En quoi, maintenant que vous avez mis votre système là, de fuite, voire de protection vis-à-vis de vous... Oui, le partager, oui, parce que le partager avec lui, vous connaissez pas finalement. Non. Donc il va se sentir lui, on ne sait pas de quelle façon il peut ou pas l'accueillir. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'hésite à lui dire. Vous voyez, je connais. Mais ça vous servirait à quoi? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Vous voulez dire si je lui dis? Oui, c'est quoi pour vous votre intention profonde en le faisant? Quand vous dites vous hésitez à cause de quoi? J'hésite. Oui, en fait, de toute façon, je pense que il va pas trop comprendre parce que je lui dis que j'ai une ne parlez pas de lui, parlez-moi de vous, Pascal. Vous voyez, quand je vous pose la question, vous êtes tout de suite dans sa réaction à lui. Moi, j'essaye d'avoir votre intention profonde. Qu'est-ce qui compte pour vous, là, dans cette histoire? Qu'est-ce qui compte? L'image que vous renvoyez, une honnêteté vis-à-vis de vous-même, un pardon? C'est où? Qu'est-ce qui compte, là, dans cette histoire? Ce qui compte, en fait, ce serait d'être en accord avec moi-même. D'accord, ça compte, voilà. Alors là, on y est, d'accord. Ça compte. Et être en accord avec vous-même, ce serait donc vous dévoiler, donc, c'est ce que je comprends, prendre le risque de vous dévoiler, d'accord. Et donc c'est un risque, on est d'accord, mais vous êtes prête à prendre le risque, ok, d'accord. Et vous prendriez ce risque, j'imagine sous forme d'excuse, on va dire ça comme ça.
Et en vous dévoilant, en parlant de vos peurs, mais en le remerciant aussi, peut-être pour son accueil, vous voyez, en prenant soin de lui. C'est-à-dire que vous pouvez vous dévoiler en tenant compte de l'autre. Je dis tenir compte de l'autre, pas ta réaction, mais tenir compte de l'autre, c'est des excuses, le remercier et dire voilà où j'en suis, voilà ce qui m'a amené à agir comme j'ai agi. Et dire votre intention. Et j'avais besoin de vous le confier parce que je me sentais pas bien, moi, avec ça, et j'avais besoin de dévoiler cette part de moi, parce que j'ai bien senti que ce que je vous faisais n'était pas très juste. Donc je vous remercie de vous être donné la peine d'avoir réservé le train, l'hôtel, et je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Ça peut être aussi doux que ça. Ça vous parle, là, Pascal ? Oui, bon après j'ai un peu peur de me recevoir encore une claque, mais la réaction, c'est sa liberté, quoi. Voilà, bravo, exactement, c'est sa liberté. Et vous aurez exercé, et Pascal, vous aurez exercé la vôtre parce que vous vous serez rendu responsable de l'action que vous avez posée. C'est-à-dire en faisant ce que vous avez fait, vous prenez la responsabilité de ce que vous avez fait et ça vous libère. Et vous acceptez sa liberté à lui. Et là, tout en me disant qu'il va plus rien comprendre, parce que je lui parle répétition de chant. Maintenant, je vais venir lui laissez-le. Dire. Mais non, pourquoi là, vous êtes en train d'interpréter en lui enlevant la capacité de vous accueillir dans votre vulnérabilité, votre faiblesse, votre peur de ne pas plaire. Bon, il a peut-être la capacité de vous comprendre très très bien, cet homme. Qu'est-ce qu'on vous en savez ? Qu'est-ce que Donc, alors, les auditeurs réagissent aussi à votre témoignage parce que ce qui a fait réagir les auditeurs, c'est votre ex qui vous parle que vous soyez immariable. Il y a un auditeur qui dit c'est un peu énorme cette expression. Pascal a certainement bien plus de qualité que ses proches lui font croire. Qu'elle se rassure sur elle et puis elle constatera que son ex n'est lui pas mariable. Et puis il y a Cathy qui dit mais tout de même vous trouvez normal de traiter une femme d'immariable ou je ne sais quoi. Il y a quand même des gens qui manquent d'élégance. Disons que c'est enfermer la personne très vite dans quelque chose et surtout que lui est difficile à vivre. Bon, il a d'énormes qualités, mais il a un côté très caractériel. Donc, alors, Pascal, vous me dites ça, qu'est-ce que vous en faites alors ? Vous voyez, Pascal, c'est à la fois formidable et étonnant et il faut que je vous le renvoie là. C'est que depuis les quelques minutes qu'on échange, je sens que petit à petit vous vous apaisez. Et quand vous vous apaisez, vous sortez de la confusion et là, vous commencez à exprimer des choses beaucoup plus dans l'axe, juste. Tout d'un coup, vous remettez en place ce qui doit être. C'est-à-dire, effectivement, je vous lis ces SMS, vous dites, oui, en fait, je vous ai pas tout dit, mais il est caractériel. Donc là, maintenant, on comprend pourquoi. Et donc, vous comprenez qu'il parle de lui et pas de vous. Et ça, une part de vous le sait très bien dès lors que vous trouvez un peu de paix. Oui, ça, je sais. Quand je suis plus paniquée, je retrouve mes moyens. Mais quand je suis en panique, il y a la moitié de mon cerveau qui est complètement obstrué et qui n'y voit plus clair. Mais en même temps, ce qui n'est pas chouette, c'est qu'il le dit à quelqu'un et une fois de plus, je suis humiliée. Et si vous voulez, mon amour-propre, là, Pascal, depuis quelques jours, on prend... Pascal, est-ce que vous êtes humiliée par des gens qui comptent pour vous ? Ils comptent pour vous, ces gens-là dont vous me parlez ? Ils comptent, ils sont importants là dans votre vie, au moment où on se parle ? Cet homme, il y a encore un fil ténu qui me retient à lui, mais c'est infime, mais il y a quelque chose encore. Alors qu'il est maltraitant, et l'autre femme, elle compte pour vous ? C'est une amie sur laquelle vous pouvez compter ? Ça a été une amie. D'accord, mais ça ne l'est plus. Mais ça ne l'est plus. Bon, oui, donc d'accord. Donc là, vous portez du crédit à des personnes dont non seulement qui ne sont pas bienveillantes envers vous, mais qui ne comptent pas réellement pour vous dans votre affection, dans l'affection que vous avez envie de donner aux autres. Allez porter votre affection, Pascal, là où elle sera reçue. Parce que vous la mettez à un endroit, non seulement où elle n'est pas reçue, mais où vous ne l'attendez pas. Donc, avoir besoin d'être apprécié de personnes que finalement... vous n'appréciez globalement pas, eu égard à ce qu'ils vous ont fait. Elle est là, votre logique de vie.
Comme dit un proverbe célèbre, on peut pas plaire à tout le monde. Bah oui, c'est vrai. Mais on peut plaire à plein de personnes aussi. Et nous-mêmes, que plein de personnes nous plaisent aussi. Mais tout le monde ne nous plaît pas non plus. Et c'est ainsi. Oui. J'ai du mal, comme les cancans aussi. Ça me blesse énormément. Mais l'important, c'est de vous connecter à vous, de savoir la personne que vous êtes, des cancans. Oui, il y a quelquefois des gens qui aiment dire du mal des autres. J'allais dire combien leur fasse, mais vous n'avez pas forcément envie d'être en lien avec ces gens-là. Il y a certains avec lesquels je suis en lien et il y a des gens, on ne peut pas les empêcher de parler et j'apprends après qu'une personne a dit telle chose. Vous apprendrez à vous en méfier à ce moment-là. Cette personne-là, vous ne lui confierez plus trop de choses, vous resterez poli en parlant du beau temps, de la météo. On doit choisir ses amis, les gens de confiance, les gens à qui on se confie. Ça se choisit soigneusement. J'ai des relations, si vous voulez, mais j'ai des vrais amis. Apprenez à choisir. Ça vient de moi. Oui, apprenez à choisir ceux qui vous ressemblent, ceux en qui vous pouvez mettre votre confiance et ceux qui vont vous apprécier, Pascal. Allez vers les gens qui vous apprécient. Et sentez-les, ceux-là. Pour l'instant, j'arrive pas trop à trouver. Enfin, il y en a certainement. Ah oui, il y en a sûrement que vous ne voyez pas. Je pense que vous voyez beaucoup plus ceux qui ne vous apprécient pas parce que vous aimeriez qu'ils vous apprécient. Mais c'est quelquefois peine perdue. Allez regarder ceux qui vous apprécient et que vous ne voyez pas ou seulement un peu du coin de l'œil. Je crois que j'ai tendance à voir le verre à moitié vide parce que quelque part, j'ai l'impression que ça m'arrange. Ça m'arrange dans une espèce de complaisance à me fustiger, si vous voyez. C'est fou ce truc. J'ai une discipline très dure. J'arrive pas à éduquer ma volonté. Oui, j'entends, Pascal. Merci pour votre authenticité, votre franchise, Pascal. Je trouve que vous avez fait un très joli trajet au cours de notre échange et je voulais vous le dire. Donc voilà. Donc la lumière, elle est là. Je vous rassure. Donc allez l'éclairer. Je vous encourage. Je vous embrasse, Pascal. Merci, moi. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club, Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves.